Je ne suis pas un voyou, je suis quelqu'un qui exerçait un métier au cœur de la société. Mon métier consistait à assurer la protection des personnes et des biens. J'avais la qualité d'officier de police judiciaire, ce qui signifie que mon travail consistait à constater les infractions, à en rechercher les auteurs et à rassembler les preuves. J'ai eu cette qualité pendant 15 ans. J'ai passé des examens qui m'ont permis d'être nommé brigadier chef de police, l'un des plus jeunes de France à l'époque. J'ai travaillé dans des brigades spécialisées, notamment à la Sûreté départementale du Rhône. Donc l'idée selon laquelle je serais le chien galeux, la brebis galeuse de la police nationale, ça ne tient pas. En septembre 2014, j'avais notamment publié la photo du chef de l'État islamique, on pourrait dire l'ennemi public numéro 1 mondial, le représentant dans le viseur d'un fusil sniper. Une de mes collègues musulmanes présente au sein de mes amis Facebook qui m'a dénoncé ma hiérarchie sur le contenu de mes publications anonymes, et ça a été l'élément déclencheur. Tout est parti de là. S'il n'y avait pas eu cette dénonciation, j'aurais une vie normale. J'aurais pas vécu cette, j'allais dire, horreur judiciaire. Et à partir de là, tout s'est enchaîné à l'initiative et avec l'insistance du directeur départemental de la sécurité publique de l'époque, qui s'appelle Albert Doutre. Cette image m'a été reprochée au niveau du conseil de discipline de la police nationale, devant lequel j'ai comparu à la demande de ma hiérarchie. On m'a reproché d'avoir stigmatisé un imam en la personne de M. al-Baghdadi, chef de l'État islamique. Il n'aurait pas été subi d'effet s'il n'y avait pas eu la malveillance de cette hiérarchie carriériste, politisée, qui, non contente de me sanctionner sur le plan professionnel, administratif, a pris l'initiative de saisir la justice. Donc j'ai été jugé et condamné par un tribunal correctionnel, alors au motif que j'aurais dû préciser qu'il s'agissait bien du chef de l'État islamique. Mais bon, c'est un prétexte. J'ai été donc condamné à 5 000 € d'amende. Le parquet a décidé de faire appel et j'ai été donc jugé une seconde fois. La cour d'appel m'a condamné à 5 000 € de jour amende. C'est une peine qui est parfaitement adaptée s'agissant des personnes dont on peut croire qu'elles sont susceptibles d'organiser leur insolvabilité, qui vise à contraindre les personnes réputées solvables à payer l'amende à laquelle ils ont été condamnés, faute de quoi ils vont en prison. Dans mon cas, puisque j'ai été suspendu sans traitement, puis révoqué, puis ayant cherché un emploi dans le domaine de la sécurité, empêché de pouvoir travailler dans ce secteur, je suis dans une situation de précarité financière. Je me retrouve à la fois sanctionné sur le plan professionnel, administratif, sur le plan social, alors même que la justice me condamne à verser une somme dont je ne dispose pas. Pourtant, la motivation de la Cour a été de dire que c'est la peine la plus adaptée à ma situation. Il n'existe aucune possibilité de pouvoir négocier un échelonnement de cette amende ou un délai. Si je ne paye pas l'intégralité de l'amende de 5 000 € avant une date qui a été fixée au 4 juillet 2017, je dois aller 6 mois en prison. Je ne me fais aucune illusion sur le sort qui sera le mien dans l'hypothèse où je franchis les portes d'une prison. Et c'est pour éviter cette situation d'emprisonnement certain que j'ai dû quitter provisoirement mon pays. J'en suis profondément meurtri, ça me déchire le cœur. Il s'agit pour moi d'une solution de, j'allais dire, de survie, de rendre dans une démocratie étrangère, en l'occurrence la Suisse. On peut parler de double peine, voire de triple peine. Nous sommes passés d'un harcèlement hiérarchique à un acharnement judiciaire. Dans mon affaire, il n'y a jamais eu ni plainte, ni victime, ni partie civile. Donc il y a bien une dimension politique, il y a bien une volonté de faire un exemple. Censure de page Facebook, procès à géométrie variable, décision de justice disproportionnée entre les peines qui ont été prononcées et les faits qui me sont reprochés. Je rappelle que tout cela est consécutif à des publications Facebook. Nous sommes un pays qui a une propension à donner des leçons sur le plan des droits de l'homme, sur le plan international. Force est de constater que sur ce point aussi essentiel qu'est la liberté d'expression, il y a du deux poids deux mesures. Honnêtement, depuis que je suis dans la police, j'ai jamais vu autant de procédures, autant de poursuites pour les propos tenus. Alors, tout est fait pour qu'un certain nombre de propos soient impossibles à tenir, sous peine d'être poursuivis, sanctionnés. Le nombre de condamnations qu'il y a eu depuis 2012, depuis l'élection de François Hollande,
le nombre de procédures qui ont été diligentées, c'est factuel. C'est plusieurs dizaines, là où sous le quinquennat précédent, il n'y avait eu qu'une ou deux poursuites. La France est en première position devant l'Inde en matière de censure Facebook en 2015. À la demande du gouvernement, donc à la demande de l'État, hein. Il y a quelques mois, mon compte Facebook a été supprimé sans avis préalable, sans motivation, sans explication. Je suis un policier français, exilé de France, pour échapper à la prison. C'est quelque chose qui n'est pas très commun. Il y a eu une première médiatisation de mon affaire au tout début. C'est pas moi qui ai sollicité les médias, mais ils ont commencé à en parler. Et du jour au lendemain, terminé. Il y a comme une espèce de tabou, ou en tout cas de censure des médias traditionnels. Les journalistes ne sont pas libres de leurs paroles. J'ai conscience que la sortie de mon livre « À mort le flic » risque de courroucer ceux qui sont à l'origine de cette mise à mort sociale. Je pense que ça en vaut la peine parce que ça peut arriver à n'importe qui, à partir du moment où vous avez été épinglé comme islamophobe, raciste, xénophobe. J'ai eu le sentiment qu'on a voulu faire un exemple au niveau social, au niveau des fonctionnaires de police, car j'ai appris de la bouche même des élèves gardiens de la paix que mon cas était enseigné dans les écoles de police peu de temps après ma suspension administrative, comme étant l'exemple à ne pas suivre. Aujourd'hui, les personnes qui sont condamnées à des peines d'emprisonnement ferme de moins de 24 mois peuvent ne pas aller en prison, c'est d'ailleurs la règle. C'est-à-dire qu'ils ont affaire à un juge d'application des peines et qui adapte la peine, alors sous forme d'un contrôle judiciaire, d'une obligation de soins, d'une obligation de trouver un emploi ou de suivre une formation, que sais-je encore. Mais dans tous les cas, ils ne vont pas en prison. Donc, si j'avais été condamné à une peine d'emprisonnement ferme, j'aurais eu la certitude de ne pas y aller finalement. Et là, avec ce principe de jour amende, j'ai la certitude d'y aller. À titre de comparaison, les individus qui ont commis une agression physique à mon encontre ont été condamnés respectivement à 3 mois et 6 mois d'emprisonnement avec sursis. Pour avoir publié sur Facebook des contenus quels qu'ils soient, je me retrouve dans la situation où je vais aller en prison de manière certaine. Et mis en parallèle avec ma propre histoire, c'est-à-dire ces individus qui ont commis des violences en réunion, particulièrement graves, eux par contre ont la certitude de ne pas y aller. Donc, vous voyez, ce deux poids deux mesures, il vaut mieux commettre des violences finalement à l'encontre d'une personne, fût-elle grave, plutôt que de publier anonymement des contenus sur Facebook. Peu de temps après mon agression, j'ai été interviewé par un journaliste dans le cabinet de mon avocat, maître Gabriel Versini, à Lyon. Et cette vidéo a été diffusée sur les réseaux sociaux. Et là, j'ai été convoqué à la demande du procureur de la République pour le délit de discrédit sur une décision juridictionnelle. Parce que j'ai prononcé une phrase en présence de mon avocat. Et cette phrase était « J'ai eu le sentiment que la décision était plus politique que juridique ». Il y a eu une seconde convocation. Et là, l'officier de police judiciaire a décidé de me poser l'unique question de dévoiler l'identité du journaliste qui avait procédé à mon interview. Mon avocat a demandé au procureur de la République quelles sont les suites données à cette procédure. Il n'a pour l'heure toujours pas reçu de réponse. Il y avait une affaire un peu médiatisée qui mettait en cause pour le même motif, pour la même infraction, la représentante du syndicat de la magistrature, le représentant de la Ligue des droits de l'homme et le représentant d'une troisième association, lesquels avaient publié un communiqué commun fustigeant une décision de justice défavorable à la situation d'un Malien en situation de demande d'asile. Et manifestement, il n'y était pas allé de main morte. Et pour leur défense, ces trois parties avaient expliqué que c'était un délit qui était tombé en désuétude, qui n'était plus appliqué, que c'était une atteinte à leur liberté d'expression, et ils ont été jugés le lendemain de ma convocation. Ils ont été relaxés. Le problème de l'infiltration d'islamistes au sein de la police nationale n'est pas un problème nouveau, c'est un problème tabou. 17 radicalisés, identifiés comme tels, qui ont été révoqués de la police nationale.
C'est quelque chose qui touche toutes les administrations, tous les corps constitués, absolument tous les secteurs de l'État. Il y a des zones de non-droit qui ne sont pas du fait du laxisme policier, mais qui sont du fait des instructions qui sont données de ne pas intervenir dans un certain nombre de quartiers. Les policiers travaillent avec une épée de Damoclès au-dessus de la tête. Quand je suis rentré dans la police, c'était Chevènement à l'époque, il voulait faire une police à l'image de la population qu'elle protège. Sauf qu'il a fait une police à l'image de la population qu'elle arrête. Et donc on a eu des tas de voyous chez les adjoints de sécurité qui sont rentrés, alors qu'il y en a des biens, des pas biens. Moi, il y en a qui m'ont soutenu, qui me soutiennent encore, et tout, etc. Donc j'ai pas envie de les froisser. Je n'ai aucun espoir de pouvoir un jour être réintégré dans la police. Et c'est ce parcours que je raconte dans mon livre À mort le flic, édité aux éditions Riposte laïque, m'évertuant à faire en sorte que ce soit une relation d'événements factuels, circonstanciés, précis, euh, indubitables, et qui vraiment permettent, avec le recul nécessaire, de voir la réalité de cette descente aux enfers organisée.